Alors, le but est d'apporter une nuance sur les informations qu'on voit passer, et surtout la pédagogie a de meilleures vertus que la censure. Passons à la 3e slide. La première vidéo de debunk. De eerste is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is: hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Vermeijeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy-theorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het altijd fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiracy-theorie. De heer Vermeijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Waarin je helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kaft tot kaft kunt lezen. Maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel. De minister-president. Cette séquence continue à être relayée. Elle fait beaucoup parler depuis juillet. Vous en avez entendu parler de ce livre? Oui, le livre et la séquence sont magnifiques. Parce que ça démontre un peu tout. Ça me rappelle ce passage où Bruce Toussaint dit au professeur Raoult, et c'est là qu'on voit qu'ils ont trop usé le mot complotiste. Bruce Toussaint dit au professeur Raoult, c'est un dérapage complotiste que de penser que Bill Gates a une influence sur l'OMS. Or, c'est factuel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Arte et l'école de guerre économique. Arte, en 2017, fait un documentaire complet qui s'appelle l'OMS dans les griffes des lobbyistes, où elle analyse l'influence indue, illégitime de Bill Gates sur l'OMS via ces deux fondations, la fondation Bill et Melinda Gates d'une part et la fondation Gavi d'autre part, qui réunis contribuent plus que les États-Unis d'Amérique à l'OMS, ce qui signifie que Bill Gates est le premier influenceur de l'OMS, toutes catégories confondues, devant l'oncle Sam, ce qui est complètement dingue. Et ça, c'est un fait. Et c'est un fait qui a donné lieu à des documentaires. Eh ben, quand Bruce Toussaint dit à Raoult, c'est un dérapage complotiste, que de rappeler ce fait vérifiable. Ben, c'est Bruce Toussaint qui s'humilie, c'est pas Raoult. Et c'est le mot complotiste qui perd tout son sens, qui est dévalué parce qu'ils ont trop fait tourner la planche. Et c'est ça le problème. S'il l'avait gardé pour effectivement débunker les gens qui disent que la Lune est creuse, ou que la reine d'Angleterre est un reptile, ou que sais-je, eh ben oui, il aurait gardé son punch, ce mot. Mais aujourd'hui, exactement comme ils ont trop fait tourner la planche à billets d'un point de vue monétaire, ils ont aussi trop fait tourner la planche à accusations fantaisistes. Et cet exemple est marquant parce qu'on a un ministre qui est interpellé sur un livre qui existe, dans lequel, effectivement, Klaus Schwab, qui ne s'en cache pas, dit que nous devons abolir la propriété privée, dit que nous devons abolir les démocraties représentatives ou pas. Et oui, bien sûr, ça va avec, parce que pour abolir les démocraties, au bout d'un moment, quand les gens se rendront compte qu'ils n'ont plus aucune voix à leur destin collectif, ils vont se rebeller. Donc il va falloir effectivement les surveiller et les contrôler. Et donc c'est un fait que Klaus Schwab, d'une part, a écrit ça dans son livre. D'autre part, qu'il a donné son livre à la plupart des leaders du monde. En troisième lieu, oui, alors en troisième lieu, avec son World Economic Forum Global Leaders Programme,
Il s'en vante, et on a une intervention de lui, à Harvard, où il se vante, il dit, nous sommes ravis de pouvoir pénétrer les cabinets ministériels grâce à notre programme de jeunes leaders. Regardez Trudeau et regardez en France. Donc il parle de Macron. Et ça, il l'a dit, il l'a déclaré. Et on a un ministre en face qui, interrogé, interpellé par un député, ainsi que le veut la démocratie, dit si jamais vous dites que Klaus Schwab a écrit dans son livre qu'il souhaitait abolir la propriété privée et qu'il réseaute avec les chefs d'État du monde entier, ce qui est un fait vérifiable, alors vous pensez que le 11 septembre n'a jamais eu lieu. C'est exactement comme dans la terreur stalinienne. Ah, camarade Popov, tu penses que Staline profite de l'argent des travailleurs? T'es un bourgeois! Non mais j'ai rien dit, t'es un bourgeois! Bourgeois! Et là c'est terminé. Et en fait, dans le procès stalinien, c'est comme ça que ça marchait. On utilisait le mot bourgeois, et la personne ne pouvait plus rien dire. Par exemple, comment on a détruit la génétique en Russie? En Union soviétique, on avait le lysenkoïsme, qui était une bullshit. Mais une bullshit en blouse blanche. C'était les médecins et les docteurs et les biologistes de l'Union soviétique qui disaient « la génétique est une science bourgeoise ». Voilà. Donc, c'est terminé. Vous pouvez être là en dire, mais non, c'est pas une science bourgeoise, on a fait des tests sur les drosophiles, la génétique, c'est une vraie science, elle est reproductible, elle a acquis des éléments reproductibles en biologie, donc il faut l'utiliser, notamment pour sélectionner le blé. Non, c'est une science bourgeoise. Vous pouvez rien dire, là. Si vous vous entêtez, vous allez finir en procès, vous allez finir au goulag. Et là, c'est pareil. Le mot bourgeois, dans les dictatures terroristes intellectuelles, il est remplacé par complotiste. Donc j'aurais été ravi, si j'avais été dissident en Union soviétique, d'être appelé un bourgeois. Je suis donc ravi, dans le terrorisme intellectuel actuel, d'être appelé complotiste par Wikipédia. Puis c'est surtout une facilité intellectuelle pour éviter de faire des efforts. C'est du terrorisme. D'argumenter. C'est du terrorisme. Et on peut pas dire les choses autrement. C'est du terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel, la lutte contre le terrorisme intellectuel, le contre-terrorisme intellectuel, c'est le fil conducteur de la civilisation occidentale. Donc c'est être l'identité de la civilisation occidentale, c'est de lutter contre le terrorisme intellectuel. Et de Socrate à Voltaire, en passant par Montaigne, qui a caractérisé le terrorisme intellectuel, il l'appelait la tyrannie parlière. C'est dans les Essais. Eh bien, de Montaigne, même à Socrate, Voltaire, ou bien entendu les philosophes plus contemporains comme Foucault, Deleuze, Foucault avec le biopouvoir, etc., Derrida aussi, qui a connu le terrorisme intellectuel, la lutte, le contre-terrorisme intellectuel, est l'identité intellectuelle de l'Occident. Ça ne veut pas dire que l'Orient l'a pas pratiqué, mais le cœur de l'identité occidentale, c'est le contre-terrorisme intellectuel. Donc, ravi de faire partie du contre-terrorisme intellectuel à mon époque. Parce que ce qui fait vivre la civilisation occidentale, c'est la capacité à contredire un terroriste intellectuel. Donc dans cette vidéo, on voit quelqu'un qui fait du contre-terrorisme intellectuel. Il a un ministre qui est censé représenter le peuple, même s'il n'est pas élu lui-même, mais il est censé représenter le peuple. Et ce ministre, quand on lui pose une question simple avec des faits vérifiables, d'abord ment, puisqu'il dit « je ne connais pas Klaus Schwab », alors qu'il lui répond par écrit, mais ensuite il sort un bourgeois, une insulte, alors la nouvelle insulte encore une fois c'est complotiste, qui n'a rien à voir. Dire, entre le fait vérifié que Klaus Schwab réseaute dans le monde entier, se vante d'infiltrer les cabinets ministériels publiquement dans des conférences à Harvard et donne son livre dans lequel il écrit qu'il doit abolir la propriété privée et qu'il faut profiter du Covid pour le faire, il écrit ça. Et l'idée que le 11 septembre n'a jamais existé, il n'y a aucun lien. Et le terrorisme intellectuel, c'est de faire ce lien exactement comme Lysenko, quand il voulait détruire la science génétique et la remplacer par sa foutaise du lysenkoïsme, disait « bourgeois ». Et là, on ne pouvait plus rien dire si on était en dictature. Mais comme nous ne le sommes pas encore totalement, eh bien, nous avons des contre-terroristes intellectuels comme moi, comme Didier Raoult et comme d'autres, qui luttent justement contre des gens qui essaient de confisquer et de détruire la démocratie, mais au-delà, de détruire l'identité même de l'Occident. Très bien. Debunk numéro 2, c'est le debunk, on va dire, le plus hardcore de cette sélection.